Si vous avez grandi en France, vous avez connu le vélo Solex. Le petit moteur noir perché sur la roue avant, le pétaradement du 2 temps dans la rue le matin, l'odeur de la Solexine, le premier trajet vers le lycée, sans permis, sans casque, à 14 ans. À son apogée, l'usine en produisait 1500 par jour, le vendait dans plus de 75 pays, et plus de 7 millions de Français ont appris sur lui la liberté du mouvement. Il avait survécu à la menace d'une guerre, survécu à l'occupation, où on le testait en secret, survécu à la France ruinée de l'après-guerre, qu'il avait remise debout. Et puis, après plus de 40 ans de fabrication française, la dernière chaîne s'est arrêtée. Comment un nom que tout Français portait dans sa mémoire a-t-il simplement disparu ? Chapitre 1. 2 hommes et un radiateur. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, par une amitié. 2 jeunes hommes qui se rencontrent sur les bancs d'une grande école au tout début du XXe siècle et qui ne se quitteront plus pendant 40 ans. Ils s'appelaient Maurice Goudard et Marcel Ménesson. Ils s'étaient connus à l'École centrale des arts et manufactures, à Paris, dans la promotion de 1905. 2 ingénieurs. 2 tempéraments opposés que la mécanique allait souder. Maurice Goudard était né le 22 décembre 1881 dans une famille parisienne aisée. Petit-fils d'un diamantaire de Divonne, il avait grandi dans un milieu où l'on connaissait la valeur des choses et le prix de l'effort. C'était un homme du commerce et de la parole. Un libéral convaincu, frondeur, qui croyait au marché, à l'initiative, à l'audace. Il avait compris très tôt une vérité que beaucoup d'inventeurs n'admettent jamais, qu'un produit génial ne vaut rien si personne ne sait le vendre. La publicité, disait-il, doit être intense et efficace, alliant le faire-savoir au savoir-faire. Marcel Ménesson, lui, était venu au monde le 30 avril 1884 à Villeneuve-sous-Dammartin, dans des conditions bien plus rudes. 5e enfant et seul garçon d'une fratrie où l'on comptait 4 filles, il avait perdu son père à 14 ans. Et c'est ici qu'apparaît le premier détail que l'on n'oublie pas une fois qu'on l'a entendu. Pour que le jeune Marcel puisse poursuivre ses études, sa plus jeune sœur était entrée travailler dans une maison de confection de chapeaux. Une adolescente cousant des chapeaux pour qu'un frère devienne ingénieur. C'est avec ce genre de sacrifice, dans la France de la Belle Époque, qu'on fabriquait les hommes qui allaient bâtir des empires. Le sacrifice ne fut pas vain. Ménesson entra à Centrale en 1902, à 18 ans, classé 9e sur 250 candidats. C'était le cerveau, l'inventeur, l'homme qui voyait les mécanismes avant même qu'ils existent. Plus tard, il inventerait le micromètre pneumatique, un instrument capable de mesurer une pièce au millième de millimètre, par la simple variation d'un filet d'air. Une trouvaille si remarquable qu'elle fit l'objet d'une communication à l'Académie des sciences. Cela peut sembler abstrait, ce ne l'est pas, car c'est cette précision-là, la capacité de fabriquer 1000 pièces rigoureusement identiques, qui allait rendre possible la production en série, l'interchangeabilité, et donc la fiabilité de tout ce que Solex toucherait par la suite. Dans la répartition des rôles qu'ils établirent dès le départ, c'est Goudard qui occuperait les fonctions de commercial, de représentant, de secrétaire, de comptable et de dactylographe. À eux deux, ils formaient un être complet. La main qui invente et la voix qui vend. L'un dans son atelier, penché sur ses calculs, l'autre sur les routes, dans les bureaux des acheteurs, à convaincre. Vers 1905, ils fondèrent ensemble une petite entreprise de mécanique. Ils fabriquaient d'abord des radiateurs centrifuges en forme de tambour que Goudard avait conçus. Et très vite, ils se heurtèrent à un problème qui allait, par un détour imprévu, donner naissance à l'une des marques les plus célèbres de France. Leurs 2 noms, accolés, Goudard et Ménesson, étaient bien trop longs pour figurer lisiblement sur le flanc d'un radiateur. Il fallait un nom court, un nom qui claque. Goudard, en homme méthodique, organisa un concours, au sein de sa propre famille. Les règles étaient précises. Trouver un nom de 5 lettres au maximum, en 2 syllabes, agréable à l'oreille,
sans aucune signification, et qui se prononcerait de la même façon dans toutes les langues du monde. La récompense, 10 francs or. C'est le frère aîné de Maurice, Jacques Goudard, qui remporta la mise. Le mot qu'il proposa, ce mot sans sens et parfaitement euphonique, c'était « Solex ». Songez un instant à ce que ce mot a engendré. 3 ans plus tard, naîtraient en Suisse les montres Rolex. Dans les années 30, apparaîtraient les caméras Bolex. Et de l'autre côté de l'Atlantique, les connecteurs Molex. Toute une famille phonétique, toute une manière de nommer les marques modernes semble découler de ce concours de famille pour 10 francs or. Mais ça, personne ne pouvait le savoir ce jour-là. Chapitre 2. Le carburateur et le rêve. Le succès vint vite. Dès 1906, la Compagnie Générale des Omnibus de Paris lança un appel d'offres pour équiper 400 autobus. Solex l'emporta. Cette commande, cette première grande commande, donna au jeune groupe la notoriété et les moyens dont il avait besoin pour grandir. L'entreprise abandonna peu à peu les radiateurs pour se consacrer à ce qui allait faire sa fortune pendant un demi-siècle, les carburateurs. C'est un mot qui ne dit plus grand-chose aux générations actuelles. À l'époque, le carburateur était le cœur du moteur, l'organe délicat qui dosait l'air et l'essence et dont dépendait que la machine tourne rond ou cale. Les carburateurs Solex finiraient par équiper plus de 200 constructeurs automobiles à travers le monde. Rolls-Royce, Mercedes, Volkswagen, Porsche, Citroën, Renault. Plus de 75 millions de carburateurs sortiraient des chaînes Solex au fil des décennies. La marque fut déposée le 14 juin 1910. L'entreprise prospérait. Goudard, fidèle à ses convictions, prit toute sa place dans la vie économique du pays. Il présida la Chambre syndicale des accessoires pour automobiles pendant près de 20 ans. Il participa à la fondation du Bureau de normalisation de l'automobile, car il avait compris que l'industrie moderne avait besoin de règles communes, de mesures partagées, de standards. Plus tard, sous l'occupation, cet homme libéral et indépendant écrirait un texte intitulé « La défense du libéralisme », achevé à l'automne 1942, diffusé d'abord sous le manteau, en pleine France occupée. Un acte de foi intellectuelle dans un pays où la pensée libre était devenue dangereuse. Mais le carburateur, aussi génial fût-il, n'est pas ce dont on se souvient. Ce dont on se souvient, c'est d'une idée qui trottait dans la tête de Marcel Ménesson depuis très, très longtemps. Dès 1916, en pleine Première Guerre mondiale, Ménesson avait déposé un brevet. Un brevet qui décrivait des moyens pour actionner les roues motrices des véhicules, et en particulier des motocyclettes. Le titre était sec, administratif. L'idée, elle, était lumineuse. Et si l'on pouvait motoriser une simple bicyclette sans la transformer en machine compliquée? Sans embrayage, sans transmission lourde, sans rien qui dépasse l'entendement d'un ouvrier ou d'une ménagère. Le brevet lui fut accordé le 31 décembre 1917. Et puis l'idée resta là, endormie, dans un tiroir, dans un coin de l'esprit de son inventeur, pendant près d'un quart de siècle. Ménesson construisait des carburateurs, prospérait, devenait l'un des grands noms de la mécanique française. L'idée de la bicyclette motorisée attendait son heure. Il faudrait une seconde guerre mondiale pour qu'elle se réveille. En 1940, la France s'effondre. Dans un pays occupé, ruiné, où l'essence manque et où les voitures sont réquisitionnées ou immobilisées, le besoin de se déplacer redevient une question brûlante. C'est dans ce contexte sombre que Ménesson ressort ses vieux brevets. Il fait réaliser un prototype. Un petit moteur à explosion de 38 cm3, placé à l'avant d'un vélo, entraînant la roue par un simple galet qui frotte sur le pneu. En décembre 1940, ce moteur est monté sur un vélo d'homme de marque Alcyon, à grande roue, peint en noir avec des filets blancs et rouges. C'est le premier vélo Solex. Il porte un numéro de brevet, 462 902, et il porte, sans le savoir, l'avenir de la mobilité française. Ménesson était un ingénieur méthodique, prudent, qui ne croyait pas aux miracles, mais aux essais.
En 1942, en pleine occupation, il fit fabriquer environ 700 exemplaires de pré-série. Et il les confia à son propre personnel, à ses ouvriers, à ses employés. Roulez avec, usez-les, dites-moi ce qui casse. C'était une démarche d'une modernité saisissante. Tester grandeur nature, sur le terrain, par ceux-là même qui fabriquaient la machine. Pendant que la France subissait l'une des périodes les plus noires de son histoire, dans les ateliers de Solex, on mettait au point patiemment, vélo après vélo, l'objet qui allait remettre tout un peuple en mouvement. Chapitre 3. La bicyclette qui roulait toute seule. Le génie du concept tenait dans sa simplicité. Le moteur au-dessus de la roue avant. Le galet qui tourne et qui entraîne le pneu par friction. Pas besoin d'embrayage, pas besoin de chaîne supplémentaire. Quand on voulait redevenir cycliste, il suffisait de relever le moteur d'un geste et l'on pédalait comme sur n'importe quel vélo. Le pédalier pour l'homme, le galet pour le moteur. Deux mondes qui cohabitaient sans se gêner. Le pari technique n'était pourtant pas sans risque. Placer un moteur tout en haut, sur la roue avant non suspendue, alourdissait la direction. Le galet pouvait patiner sous la pluie. Les puristes de la mécanique levaient les sourcils. Mais ce que cette architecture perdait en raffinement, elle le gagnait en simplicité absolue. Une simplicité qui rendait la machine bon marché à produire et facile à entretenir. C'était, disait-on, une bicyclette qui roulait toute seule. Le slogan dirait tout, pendant des décennies. Le premier vélo Solex de série fut commercialisé au printemps 1946, dans une France à reconstruire, dans une usine flambant neuve à Courbevoie. La cadence, au début, était modeste, 15 machines par jour. Le prix, 13 600 anciens francs. Et le moment ne pouvait pas être mieux choisi. Le pays sortait de la guerre exsangue, affamé de mobilité, incapable de s'offrir des automobiles, mais capable, tout juste, de s'offrir une bicyclette qui roulait toute seule. À l'automne 1946, le vélo Solex était exposé au 33e Salon de l'automobile. Maurice Goudard, lui, ne verrait pas le triomphe. Il mourut le 17 janvier 1948, alors que l'aventure ne faisait que commencer. L'homme qui avait su vendre des radiateurs et des carburateurs, l'homme de la parole et du commerce, s'éteignit au seuil même du plus grand succès de sa maison. Il n'aurait connu que les 2 premières années de la gloire du Solex. Ménesson, lui, vivrait assez vieux pour tout voir, le sommet et le début de la fin. Ce qui se passa ensuite ressemble à une montée en flèche. Mais derrière les chiffres, il y a une vérité plus profonde. Le vélo Solex répondait exactement, précisément, à ce dont la France avait besoin. Il était sobre. La première version, avec son réservoir d'à peine 1 litre, parcourait déjà 100 km. Il était léger, 25 kg. Il était simple à entretenir et surtout, il se conduisait sans permis dès l'âge de 14 ans. Un adolescent pouvait aller au lycée avec. Un ouvrier pouvait rejoindre son usine. Une mère de famille pouvait faire ses courses. Le vélo Solex n'était pas réservé à une catégorie. Il était à tout le monde. C'était une démocratie sur 2 roues. Les chiffres racontent l'histoire mieux que n'importe quel discours. 15 machines par jour au milieu de l'année 1946. 25 000 exemplaires produits en 1948. 36 000 l'année suivante, soit, comme on le disait fièrement à l'époque, 100 Solex vendus chaque jour. 100 par jour. Là où, 3 ans plus tôt, on en faisait 15. Pour faire rouler tout cela, il fallait un carburant. Solex le créa de toutes pièces. En 1947, l'entreprise mit au point, avec BP, un mélange spécial d'huile et d'essence, baptisé la Solexine. On la vendait en bidon de 2 litres dans presque toutes les stations-service de France. Et l'odeur de la Solexine, cette odeur âcre, sucrée de 2 temps, allait devenir, pour toute une génération, l'odeur même de la liberté de se déplacer. Demandez à un Français de plus de 60 ans. Il vous parlera de cette odeur avant de vous parler de quoi que ce soit d'autre. Le moteur, lui, ne cessait de progresser. En 1953, avec le modèle 330, la cylindrée passa à 49 cm3 et n'en bougerait plus jamais. En 1955,
apparut un nouveau cadre avec repose-pied. En 1957, un nouveau moteur, un piston bombé, un échappement en forme de S. Chaque année, ou presque, apportait son amélioration discrète. Pas de révolution, pas de coup d'éclat. Une perfection patiente, méthodique, à l'image de Ménesson lui-même. Et la France adoptait. Pas par mode, par nécessité d'abord, puis par habitude, puis par affection. Le vélo Solex franchit la barre des 100 000 exemplaires en 1953. Les 200 000 en 1955. 260 000 en 1957. En 1959 arriva le modèle 1700, doté d'un embrayage automatique centrifuge et d'un refroidissement par turbine. Désormais, le moteur pouvait tourner à l'arrêt sans caler. Ce n'était plus tout à fait la machine fruste des débuts. C'était un objet abouti. En 1961, avec le S2200, la puissance passa de 5 dixièmes à 7 dixièmes de cheval. Une augmentation de 40%. Le petit moteur prenait du muscle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout cela reposait sur des hommes, sur des mains, sur une usine où, chaque matin, des centaines de personnes franchissaient un portail pour fabriquer, à la pièce, à la chaîne, ce petit miracle de simplicité. Et cette usine, il faut maintenant y entrer. Chapitre 4. Le royaume de Courbevoie. Pour comprendre ce qu'était le vélo Solex, il faut aller à Courbevoie. Dans les Hauts-de-Seine, à l'ouest de Paris, là où s'élève aujourd'hui le quartier de la Défense avec ses tours de verre. À l'époque, c'était une banlieue ouvrière. Et au numéro 68 du boulevard de Verdun, à l'angle du boulevard de la Paix, se dressait le berceau de toute l'affaire. L'usine formait un quadrilatère, boulevard de la Paix, boulevard de Verdun, rue Dubonnet, rue Hulbach. 15 000 mètres carrés au total, dont 11 000 d'ateliers et de bureaux. Imaginez que vous arrivez devant ces grilles un matin de 1960. Vous n'êtes pas seul. Loin de là. 2 fois par jour, matin et soir, une cohorte d'engins au bruit caractéristique, ce pétaradement reconnaissable entre mille du moteur 2 temps, rejoignait l'usine ou la quittait comme un flot régulier. Car tous les ouvriers, ou presque, venaient travailler en Solex. Ils fabriquaient l'objet et ils vivaient avec. Le produit de leurs mains les portait jusqu'à la porte de l'atelier. Il y a quelque chose de juste, presque de touchant dans cette image. Une usine dont les ouvriers arrivaient chaque matin montés sur ce qu'ils allaient passer la journée à construire. À l'intérieur, le bruit changeait de nature. Ce n'était plus le pétaradement des moteurs sur le boulevard, mais le fracas continu des presses, le sifflement des machines, le cliquetis des chaînes. L'odeur, elle, était partout. L'huile de machine, le métal usiné, et toujours, en sourdine, ce parfum de 2 temps qui imprégnait les murs. Les moteurs venaient d'ici. Sur le périmètre de la société qui les produisait, on parlait à la fin des années 60 de plus de 23 000 mètres carrés couverts, de 750 moteurs sortis chaque jour, de 400 personnes affectées à cette seule tâche. Le geste qui résumait tout ce savoir-faire, c'était le réglage. Souvenez-vous du micromètre pneumatique de Ménesson, cet instrument qui mesurait au millième de millimètre. C'est cette exigence-là, héritée du fondateur, qui régnait dans l'atelier. Un carburateur mal réglé, c'était un moteur qui broutait. Une pièce hors tolérance, c'était une machine qui ne tiendrait pas ses 100 km avec 1 litre. Derrière la simplicité apparente du vélo Solex se cachait une discipline d'ingénieurs poussée jusqu'à l'obsession. Et il y avait des hommes dont on connaît les noms. Camille Lomellini, par exemple, qui entra chez Solex le 22 septembre 1952. Chef d'équipe en 1960. Contremaître l'année suivante. Chef d'atelier l'année d'après encore. Un homme qui gravit, un échelon à la fois, toute la hiérarchie de l'atelier, et qui resterait jusqu'au tout dernier jour, jusqu'à la fermeture. Sa carrière, à elle seule, raconte une époque où l'on pouvait entrer comme ouvrier et finir chef d'atelier dans la même maison par le seul mérite du travail. Ou bien René Duchesne, entré le 8 septembre 1949 comme ouvrier spécialisé, chargé du réglage des moteurs et du rayonnage des roues. Le rayonnage des roues, un savoir-faire de précision, un geste appris,
répété, perfectionné des milliers de fois, jusqu'à ce que les doigts sachent seuls la tension juste de chaque rayon. Duchesne travailla là jusqu'à sa mort, en octobre 1974, l'année même du record, sans savoir que la maison qu'il avait servi un quart de siècle entrait déjà dans sa dernière décennie. Aux origines de l'encadrement, il y avait des figures comme Gaston Chapelle, dont on disait qu'il faisait régner la précision et la méthode dans les ateliers, ou Félix Goudard, qui développa les réseaux commerciaux en France et à l'étranger. Des hommes qui ne sont pas dans les livres d'histoire, mais sans qui rien n'aurait existé. L'ambiance, les anciens la décrivent encore avec émotion. Une cantine pour tous, et dans la France ouvrière, le repas de midi n'était pas en détail, c'était un moment sacré, le seul de la journée qui appartenait aux hommes et non à la cadence. Beaucoup d'ouvriers faisaient même venir leur famille travailler là. On se connaissait. On se transmettait les postes de père en fils, de voisin à voisin. Il y régnait, disent ceux qui l'ont vécu, une bonne ambiance, ce mot simple qui cache tant de choses. Au plus fort de son activité, l'ensemble du site employait jusqu'à 900 personnes. 900 familles dont le pain quotidien venait de cette bicyclette qui roulait toute seule. Chapitre 5. Mâcon et le visage de la France. Au tournant des années 70, le vélo Solex avait depuis longtemps débordé les murs de Courbevoie. La demande était telle que l'entreprise dut ouvrir un second site, loin de la région parisienne, à Mâcon, en Bourgogne. Dans la zone industrielle sud, sur un terrain de près de 25 000 m² raccordé au chemin de fer, on inaugura d'abord un magasin de pièces en juin 1969, puis un bâtiment de fabrication au printemps 1970. Et là, on installa ce qui se faisait de plus moderne. Une chaîne d'émaillage par poudre époxy à 3 cabines de couleur, des machines électroniques pour équilibrer les roues, des chaînes de montage automatiques. C'était une usine pensée pour l'avenir, pour produire en très grande série. À Mâcon, un détail touchant raconte toute une organisation du travail. Les roues étaient assemblées au premier étage, principalement par des femmes, et descendaient ensuite par un toboggan jusque sur la chaîne de montage du rez-de-chaussée. On les imagine, ces ouvrières, alignant les rayons, serrant les écrous, lançant les roues finies sur la glissière, et en bas, les roues qui dévalaient, prêtes à être montées. Les moteurs, eux, continuaient d'arriver de Courbevoie, par le train. Les deux usines respiraient ensemble, à des centaines de kilomètres de distance. 300 salariés à Mâcon, jusqu'à 400 avec les intérimaires. Et là aussi, malgré les cadences et les horaires difficiles, les anciens parlent d'une très bonne ambiance sur les chaînes. Il faut dire ici un mot d'une réalité que l'on oublie trop souvent quand on évoque les Trente Glorieuses. Les usines françaises de cette époque ne tournaient pas seulement grâce à des bras français. Dans toute la métallurgie, dans toute l'automobile, des hommes venus d'ailleurs, du Portugal, d'Espagne, d'Algérie, du Maghreb tout entier, tenaient les postes les plus durs, les plus répétitifs, les moins reconnus. Ils faisaient partie du paysage industriel autant que les machines. Et quand on parle des mains qui ont construit la France qui roulait, il faut se souvenir que beaucoup de ces mains étaient venues de loin, et qu'elles méritent la même gravité, le même respect que toutes les autres. Car le vélo Solex, lui, ne demandait pas d'où l'on venait. Il était devenu autre chose qu'un produit. Il était devenu un personnage de la vie française. On disait, et on le dit encore, que pour beaucoup d'étrangers, 3 éléments suffisaient à reconnaître un Français. Le béret, la baguette et le vélo Solex. La silhouette du petit engin noir, avec son gros moteur perché sur la roue avant comme un insecte, était devenue aussi familière que le clocher du village ou la terrasse de café. Le cinéma s'en empara. En 1952, dans un film de Jean Boyer intitulé « Le trou normand », une jeune femme de presque 18 ans fit ses tout premiers pas à l'écran. Elle s'appelait Brigitte Bardot, et elle apparaissait sur un Solex. L'icône naissante de la liberté française, chevauchant l'icône naissante du deux roues français. Il y a dans cette image quelque chose qui résume une époque tout entière. Jacques Tati mit le Solex en scène dans Mon oncle. Jean Gabin en conduisit un. Louis de Funès aussi, plus tard, dans Le gendarme se marie. Le petit engin traversait les films comme il traversait les rues. Partout, naturellement,
sans qu'on y prenne garde. Et les célébrités l'adoptaient à la ville comme à l'écran. Bardot, encore elle, possédait un Solex. Jane Birkin, Charles Aznavour. Audrey Hepburn en conduisait un dans un film tourné en France. On voyait des vedettes circuler en Solex sur la Croisette pendant le festival de Cannes, entre deux montées des marches. L'écrivain italien Primo Levi, lui-même, évoqua le vélo Solex dans l'une de ses œuvres. À Rennes, des étudiants créèrent un festival baptisé Rock & Solex, mariant les concerts de musique et les courses de petite mécanique, le plus ancien festival étudiant de France qui existe toujours aujourd'hui. Comment un objet aussi humble, un vélo, un moteur, un galet, avait-il pu s'inscrire à ce point dans l'imaginaire d'un peuple ? La réponse tient peut-être en ceci. Le vélo Solex n'appartenait à personne en particulier, et donc il appartenait à tous. Le lycéen et l'ouvrier, la vedette et la ménagère, le curé de campagne et l'étudiant parisien, tous montaient le même engin, au même prix, avec le même geste pour relever le galet. Dans une France encore profondément marquée par les hiérarchies sociales, le vélo Solex était un grand niveleur. Il ne disait pas qui vous étiez, il disait seulement que vous étiez libre de vos déplacements. C'était l'image d'une entreprise au sommet de sa puissance, qui s'étendait, qui investissait, qui construisait l'avenir. C'était une entreprise qui ne doutait pas. Chapitre 6. 1500 par jour. Et puis vint 1964. Cette année-là, l'usine produisit 380 000 vélos Solex. 380 000 en une seule année. C'est le record absolu de toute l'histoire de la marque. Faites le calcul. Cela représente environ 1500 vélos Solex sortis des chaînes chaque jour. 1500. Là où, 18 ans plus tôt, dans la France ruinée de l'après-guerre, on en fabriquait 15. Le Solex, comme on disait alors, se vendait comme des petits pains. À l'automne de cette année record, l'entreprise présenta le S3300, avec un nouveau cadre entièrement en tôle emboutie et boulonné. Boulonné et non soudé, pour conserver une certaine élasticité. Un frein à tambour à l'arrière, un phare anguleux. Puis, en mai 1966, arriva le modèle qui allait devenir le plus vendu de toute l'histoire de la marque, le S3800. Un moteur plus souple, plus coupleux, capable de tenir jusqu'à 8 dixièmes de cheval. Bientôt de la couleur, du bleu, du rouge, là où le Solex n'avait jamais été que noir. Des garde-boue en inox pour les versions de luxe. Le S3800 resterait en production pendant plus de 20 ans. C'était l'aboutissement de tout. Solex régnait. La marque était vendue dans plus de 75 pays, sur les 5 continents. Elle était assemblée sous licence à l'étranger, notamment en Suisse. Un maillage de stations-service portant le nom de Vélo Solex couvrait le territoire, pour ravitailler en Solexine et assurer le service après-vente. Au total, de 1946 jusqu'à la fin, il se produirait plus de 7 millions de vélos Solex, peut-être jusqu'à 8 millions si l'on compte toute la production sous licence à travers le monde. 7 millions. Songez à ce que cela représente. 7 millions de premiers trajets vers le lycée, 7 millions de retours d'usine, 7 millions de courses au marché, 7 millions de balades du dimanche. Et pourtant, au sommet même de cette domination, il y avait quelque chose qui aurait dû inquiéter les dirigeants de Solex. Quelque chose qu'ils ne voyaient pas, ou qu'ils ne voulaient pas voir. Au Salon de Paris, à l'aube des années 60, un observateur attentif aurait remarqué un détail troublant. Solex présentait un bel alignement de machines, mais c'était, au fond, toujours le même modèle, le même concept. Le galet sur la roue avant, encore et toujours, décliné, amélioré, peaufiné, mais jamais remis en question. Au moment précis où l'entreprise dominait le marché avec une assurance souveraine, elle ne misait que sur une seule idée. Une seule. Les fondateurs avaient eu, 25 ans plus tôt, l'audace géniale d'un concept neuf. Leurs héritiers, eux, avaient la prudence de ceux qui ont réussi. Pourquoi changer une formule qui produisait 1500 machines par jour ? Pourquoi toucher à ce qui marchait si magnifiquement ? La force qui avait fait Solex, la fidélité absolue à une idée simple et juste, était en train de devenir, sans que personne s'en aperçoive, sa plus grande faiblesse. C'était l'apogée, le point le plus haut.
380 000 machines en une année, 7 millions à terme, un objet entré dans les films et dans les cœurs, 2 usines modernes, 900 ouvriers fiers de leur métier. Mais derrière ce sommet, le monde était déjà en train de changer. Les jeunes Français, ceux-là même qui avaient fait la fortune de Solex, commençaient à regarder ailleurs. Vers d'autres machines, plus rapides, plus modernes, plus tape à l'œil. Et personne, à l'intérieur des murs de Courbevoie et de Mâcon, n'entendait encore le bruit que ce changement faisait en s'approchant. Chapitre 7. Le bruit que faisait le monde en changeant. Le changement ne vint pas d'un coup. Il vint comme viennent les marées, d'abord imperceptibles, puis irrésistibles. Au milieu des années 60, une nouvelle génération arrivait à l'âge où l'on rêve de sa première machine. Et cette génération ne rêvait plus de la même chose que ses aînés. Le vélo Solex avait été conçu pour aller d'un point à un autre, à 30 km à l'heure, sans histoire, sans effort, sans permis. C'était sa vertu. C'était, désormais, son péché. Car les jeunes ne voulaient plus seulement aller d'un point à un autre. Ils voulaient aller vite. Ils voulaient une machine qui ressemble à une vraie moto, avec une transmission par chaîne, une roue arrière motrice, des couleurs vives, un compteur flatteur, quelque chose qu'on pouvait bricoler et gonfler entre copains. Le moteur perché sur la roue avant du Solex, sa direction alourdie, son galet qui patinait sous la pluie, tout cela, qui avait fait sa modernité, devenait soudain le symbole visible du retard. Les concurrents, eux, avaient compris. La mobilette de Motobécane, lancée dès la fin des années 40, se vendait par millions à travers le monde. Et surtout, en 1971, Peugeot lança sa 103, une machine pensée précisément pour séduire la jeunesse. On résumait la sociologie de l'époque d'une formule cruelle pour Solex. Si les jeunes filles acceptaient encore le Solex, leur entourage masculin, lui, voulait du Peugeot 103. Le Solex devenait l'engin des sages, des prudents, des dames. Pour un adolescent de 15 ans, il n'y avait pas de condamnation plus définitive. Puis arriva le coup de 1973. Le premier choc pétrolier secoua l'économie mondiale, et avec elle, le marché des 2 roues, déjà fragilisé. Mais ce n'est pas l'essence chère qui porta le coup le plus dur au vélo Solex. C'est quelque chose de plus discret, de plus administratif, et de bien plus mortel. Le 28 juin 1973, un arrêté rendit le port du casque obligatoire. D'abord pour les motos et les vélomoteurs, et pour les cyclomoteurs hors agglomération. L'extension se fit par étapes. Et puis vint l'année décisive, 1980. Cette année-là, le casque devint obligatoire aussi en ville, en agglomération, partout. Il faut comprendre ce que cela signifiait pour le vélo Solex. Toute l'âme de la machine tenait dans un mot, la spontanéité. On enfourchait son Solex comme on enfourche un vélo, sans préparation, sans équipement, sans cérémonie. La ménagère qui descendait acheter son pain, le lycéen qui filait en cours, l'ouvrier qui rejoignait l'usine, aucun d'eux ne se voyait coiffer un casque pour faire 300 mètres. Les historiens du 2 roues sont formels sur ce point. C'est cette obligation, en 1980, qui ruina définitivement les ventes du vélo Solex. Le casque ne tua pas l'objet, il tua l'usage. Et un objet dont on perd l'usage est un objet déjà mort. Le marché tout entier s'effondrait autour de Solex. À la fin de la décennie, le marché français du cyclomoteur s'était contracté de manière vertigineuse, désormais dominé par Peugeot et Motobécane. La France, qui avait eu besoin du Solex pour se remettre debout, n'en avait plus besoin pour avancer. Elle avait des voitures maintenant. Elle avait des scooters. Elle avait grandi. Et en grandissant, elle laissait derrière elle la bicyclette qui roulait toute seule. Mais les forces extérieures n'expliquent pas tout. Car au moment même où le monde changeait, Solex, lui, prit une série de décisions. Et ce sont ces décisions, plus que tout le reste, qui scellèrent son destin. Chapitre 8. L'erreur qui portait bien son nom. La première décision fut de ne rien décider du tout, de s'accrocher au galet. Pendant que la concurrence passait à la chaîne et à la roue arrière, Solex restait fidèle à son concept fondateur, comme on reste fidèle à une religion. Au salon de 1960, déjà, on l'a vu. Un seul modèle, un seul concept. La marque avait confondu la fidélité avec la sagesse. Mais quand enfin l'entreprise décida de réagir, elle le fit de la pire manière qui soit. Elle décida d'attaquer le marché des jeunes. Et pour cela, elle renia tout ce qui avait fait sa force.
En octobre 1969, Solex lança le Flash. Le Flash était l'exact contre-pied de la philosophie maison. Fini le galet sur la roue avant. Le Flash avait une transmission par arbre sur la roue arrière, un frein arrière à disque mécanique, un moteur dissimulé sous une carrosserie en tôle pliée. On le présentait fièrement comme le premier cyclomoteur de technique automobile. On construisit même, en partie pour lui, la grande usine moderne de Mâcon, avec ses chaînes ultra-modernes, persuadé qu'on tenait là le successeur du Solex, la machine des 30 prochaines années. Le résultat fut un désastre. Un désastre retentissant. La carrosserie en tôle pliée, censée faire moderne, rendait l'entretien compliqué et le moteur difficile d'accès. La machine pesait dans les 33 kg contre 25 pour le Solex classique. Lourde donc, et pataude. L'embrayage était fragile. Et surtout, elle était laide. Les collectionneurs, qui pourtant aiment tout, n'ont jamais eu de mot tendre pour le Flash. Le Flash portait bien son nom, dit l'un d'eux. Il disparut en un éclair. Moche, dit un autre. Un bide commercial. L'embrayage, résume un troisième, est aussi fragile que ce modèle est vilain. Voilà l'ironie tragique. Pendant un quart de siècle, Solex avait triomphé par la simplicité. La machine fruste, légère, accessible, increvable. Et au moment de se réinventer, l'entreprise produisit exactement le contraire. Un objet compliqué, lourd, fragile et disgracieux. Comme si, ayant oublié pourquoi elle avait réussi, elle s'était mise à imiter maladroitement les défauts des autres. En 1971, vint le Solex 5000, celui-là, plus sage. Une déclinaison du fiable 3800, montée sur de petites roues de 16 pouces, déclinée en 4 couleurs. Sa version pliante, le Plisolex, ne fut produite qu'à environ 2000 exemplaires et reste aujourd'hui une rareté de collectionneurs. Mais le mal était fait. L'entreprise s'éparpillait, hésitait, multipliait les modèles sans jamais retrouver l'évidence d'autrefois. Et pendant qu'elle se débattait avec ses machines, une autre menace, bien plus grave, montait dans les bureaux. Une menace qui n'avait rien à voir avec la mécanique. Une menace financière. Chapitre 9. Les 300 emplois de M. Boiteux. En juin 1974, le président-directeur général de Vélo Solex, un homme dont l'histoire n'a retenu que le nom, M. Boiteux, reçut à Mâcon des élus municipaux et départementaux pour une visite de l'usine. Devant la presse réunie, il fit une annonce. Vélo Solex, déclara-t-il, allait créer 300 emplois nouveaux à Mâcon dans les 2 années à venir. 300 emplois. Retenez bien ce chiffre, retenez bien ce moment. Un dirigeant, debout dans son usine, entouré d'officiels, promettant l'avenir, la croissance, l'expansion. Car 6 mois plus tard, jour pour jour ou presque, tout allait basculer dans le sens exactement contraire. En décembre 1974, la régie Renault acquit 51% des parts de Vélo Solex. Il faut comprendre la logique de Renault. Le constructeur national cherchait à se diversifier, à entrer dans le loisir et les 2 roues. À cette même période, il conclut 3 accords presque simultanés. L'un pour les vélos, l'un pour Vélo Solex et l'un avec Motobécane. Renault ramassait, regroupait, constituait un portefeuille. Vélo Solex, le fleuron qui avait remis la France en selle, n'était plus qu'une ligne dans une stratégie de diversification décidée dans les bureaux d'une régie d'État. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle devient même proprement vertigineuse. Car à peine 1 mois plus tard, en janvier 1975, Renault céda ses mêmes 51% à Motobécane. En échange, la régie reçut une participation d'environ 15 à 16% dans Motobécane. Lisez bien cette phrase. Renault venait de remettre Vélo Solex entre les mains de son concurrent le plus direct. Motobécane, dont la mobilette avait précisément contribué à faire vieillir le Solex aux yeux des jeunes, héritait soudain de son vieux rival. Imaginez qu'on confie une maison à celui-là même qui a passé 20 ans à vouloir la voir tomber. Quel intérêt Motobécane pouvait-il avoir à développer une machine qui concurrençait ses propres modèles? Aucun. Strictement aucun. Auparavant,
En 1973, la branche carburateur, l'autre grand métier historique de la maison, celui par lequel tout avait commencé, avait été cédée à Matra, avant de passer plus tard dans l'orbite italienne de Magneti Marelli. Les deux âmes de Solex, le carburateur et le cyclomoteur, ces deux métiers que Goudard et Ménesson avaient portés ensemble pendant un demi-siècle, étaient désormais séparés, dispersés, livrés à d'autres. Et la promesse de M. Boiteux, les 300 emplois de Mâcon, ils ne vinrent jamais. C'est l'inverse exact qui vint. Au lieu des 300 embauches annoncées en grande pompe, ce furent les licenciements. Au lieu de l'expansion, le démantèlement. La dernière grande déclaration de confiance de l'entreprise indépendante fut un mensonge. Non pas un mensonge délibéré sans doute, mais quelque chose de pire. L'aveuglement d'un dirigeant qui ne voyait pas que la maison était déjà en train de lui échapper. Ce que Moto-Bécane fit ensuite ressemble à une lente euthanasie. Engagé par la loi à fournir des pièces détachées pendant 10 ans, le groupe produisit sans le moindre enthousiasme quelques Solex rebadgés à son nom. Les projets de nouveaux modèles furent abandonnés pour cause de concurrence avec les propres machines de Moto-Bécane. Les machines-outils qui fabriquaient le 3800 furent revendues, en Hongrie. Et près de 80% du réseau commercial de vélos Solex, ses concessionnaires fidèles, ces stations-service qui maillaient la France, disparurent, mis devant un choix brutal, passer chez Moto-Bécane ou chez Peugeot. Le grand réseau qui avait fait la force de Solex fut démembré en quelques mois. Renault, de son côté, badgea brièvement quelques Solex sous le nom de Renault 2002. Une curiosité de diffusion confidentielle, presque un symbole. Le nom d'un fleuron populaire effacé, remplacé par celui d'une régie qui ne savait qu'en faire. Voilà comment une marque meurt. Pas dans un fracas, pas dans une faillite spectaculaire, mais dans une série de transactions, chacune rationnelle du point de vue de celui qui la signe, chacune éloignant un peu plus la machine des mains qui l'avaient aimée. Chapitre 10. Les grilles qui se ferment. La fin fut une chronique de fermeture. Une à une, les lumières s'éteignirent. Cela commença en juin 1975. L'usine de Tours, à Saint-Pierre-des-Corps, où l'on fabriquait des bicyclettes, ferma ses portes. 80 licenciements. Le premier maillon à céder. Puis, ce fut le tour du berceau, de Courbevoie. Au cours de l'année 1975, les licenciements commencèrent dans l'usine mère. 600 personnes, sur l'ensemble des unités, perdirent leur emploi, dont environ 120 dans les bureaux, les services commerciaux, les études. La fabrication des moteurs fut transférée à Saint-Quentin. Un cadre venu de Moto-Bécane fut nommé pour diriger le transfert et la fermeture. Pensez à cela, un homme de la maison concurrente envoyé pour éteindre les lumières de la maison rivale. Les ouvriers ne se laissèrent pas faire sans rien dire. Il y eut des grèves, il y eut l'occupation de l'usine. La colère de ceux qui avaient donné leur vie de travail à cette maison et qui la voyaient démantelée par décision venue d'ailleurs. Mais rien n'y fit. Rien ne pouvait y faire. La décision n'était pas à Courbevoie. Elle était dans des bureaux où l'on n'avait jamais entendu le pétaradement des moteurs deux temps sur le boulevard de Verdun. Le 15 septembre 1976, l'usine de Courbevoie ferma définitivement. Elle avait écoulé son stock jusqu'au bout. Et puis ce jour-là, elle s'arrêta. L'usine qui avait employé jusqu'à 900 personnes, qui avait vu naître le premier vélo Solex, qui avait été le cœur battant de toute l'aventure pendant 30 ans, cette usine se tut. Camille Lemellini, entré en 1952, devenu chef d'atelier à force de travail, était là ce jour-là. Il partit avec la fermeture, le 15 septembre 1976. 24 ans de sa vie dans ces murs. Il les vit se vider. À Mâcon, l'agonie fut plus lente, et donc plus cruelle. En 1977, le chômage partiel s'installa, jusqu'à 24 heures par semaine. La moitié du temps de travail, la moitié du salaire. Le 11 septembre 1977, le comité d'entreprise reçut une déclaration sans détour. La société était dans un état très grave et il y avait peu d'espoir de redressement. Quelques jours plus tard,
le montage et la commercialisation furent transférés à l'usine Motobécane de Saint-Quentin. L'usine moderne de Mâcon, celle qu'on avait construite pour l'avenir, celle où l'on avait promis 300 emplois, se vidait de sa substance. En septembre 1978, on annonça la fermeture complète envisagée. En octobre, la demande d'autorisation de licenciement collectif. Et à Noël 1978, 115 licenciements. À Noël, le moment où l'on rentre chez soi, où l'on retrouve les siens, où l'on espère. 115 familles mâconnaises reçurent pour Noël la nouvelle qu'il n'y aurait plus de travail. L'usine de Mâcon ferma au début de l'année 1979. Selon les procès-verbaux du comité d'entreprise et le témoignage de ceux qui y étaient, le dernier jour travaillé fut un mercredi de la fin février. Les femmes qui assemblaient les roues au premier étage, les hommes qui montaient les machines au rez-de-chaussée, ceux qui parlaient encore d'une bonne ambiance sur les chaînes malgré tout, ils sortirent une dernière fois. Le toboggan par lequel descendaient les roues ne descendit plus rien. La production du vélo Solex, elle, continua quelque temps encore, transférée à Saint-Quentin, chez Motobécane. Mais ce n'était plus qu'une survie. Entre 1983 et 1986, Yamaha racheta Motobécane, qui devint MBK. Et c'est en 1988, au mois d'août, que la dernière chaîne française du vélo Solex s'arrêta pour de bon. 42 ans après le premier exemplaire de Courbevoie, plus de 7 millions de machines plus tard. Il n'y eut pas de fanfare. Pas de cérémonie nationale pour cet objet qui avait pourtant porté toute une nation. La bicyclette, qui roulait toute seule, s'arrêta dans le silence d'un atelier de Saint-Quentin, loin de Courbevoie, loin de Mâcon, loin des mains qu'il avait inventées et aimées. Chapitre 11. Ce que cachaient les mâts rouillés. Que devient une usine quand elle se tait? Que devient le lieu une fois que le travail en est parti? Allez aujourd'hui au numéro 68 du boulevard de Verdun, à Courbevoie. Vous ne trouverez pas l'usine. Elle a été rasée. À son emplacement s'étend désormais un complexe de cours de tennis qui porte le nom de Jean Borotra. Là où 900 personnes fabriquaient des moteurs, là où les engins deux temps arrivaient matin et soir en cohorte pétaradante, on entend maintenant le bruit feutré des balles sur la terre battue. Il faut une certaine force d'imagination pour deviner, sous ce calme sportif, le fracas des presses et l'odeur de la solexine. La ville, à son honneur, n'a pas tout oublié. Pour les 75 ans du vélo Solex, en 2021, Courbevoie organisa un grand prix et 500 Solex d'époque furent réunis. Des anciens employés racontèrent leurs souvenirs, recueillis et conservés. La mémoire, au moins, n'a pas été rasée avec les murs. Mais c'est à Mâcon que se trouve l'image la plus saisissante. L'ancienne usine de la zone industrielle sud existe toujours. Elle appartient aujourd'hui à une entreprise bourguignonne, Massy, un leader de l'emballage métallique. On y fabrique encore des choses, des hommes y travaillent encore, ce qui, dans cette histoire de fermeture, n'est pas rien. Et sur le toit de ce bâtiment, si vous levez les yeux, vous verrez encore quelque chose. Des mâts. De vieux mâts de métal, rouillés par les décennies, qui ne portent plus rien. Ce sont les supports qui tenaient autrefois les grandes lettres du nom, Vélo Solex. Les lettres sont parties, les mâts sont restés. Ils se dressent là, dénudés, contre le ciel de Bourgogne, comme le squelette d'un mot qu'on n'arrive pas à effacer complètement. On voit aussi, paraît-il, l'ancienne voie de chemin de fer par laquelle arrivaient les moteurs de Courbevoie. Des rails qui ne mènent plus nulle part. Et les hommes? Que devinrent les hommes? René Duchesne n'eut pas à voir cela. Il était mort en 1974, l'année du record, avant le démantèlement. Une forme de clémence, peut-être? Camille Lomellini, lui, vit son atelier fermé après 24 ans. Les 600 licenciés de Courbevoie, les 115 de Mâcon, les 80 de Tours, les centaines d'autres au fil des transferts et des plans, ils se dispersèrent, comme se dispersent toujours les ouvriers d'une usine qui ferme. Certains retrouvèrent du travail, d'autres non. Le savoir-faire du réglage au millième, du rayonnage des roues, de l'assemblage du petit moteur deux temps,
Ce savoir-faire qui s'était transmis de main en main pendant 30 ans, se dilua et finit par se perdre. Le nom, lui, survécut, mais comme une ombre. Il passa de propriétaire en propriétaire, de pays en pays, dans un véritable sac de nœuds juridiques. Magneti Marelli, les repreneurs hongrois, les faillites successives. Puis, en 2004, un groupe français racheta les marques Solex, Vélo Solex et Solexine. En 2006 naquit l'e-Solex, une machine électrique au design signé Pininfarina, produite en Chine. Plus tard, une relocalisation partielle ramena un peu de production en Normandie, à Saint-Lô. On peut voir là une renaissance. On peut y voir aussi autre chose. Le vélo Solex d'origine, celui de Goudard et Ménesson, était une machine française, faite par des mains françaises et immigrées dans des usines françaises pour mettre la France en mouvement à un prix que tous pouvaient payer. L'e-Solex est un bel objet, dessiné par un grand carrossier, vendu à une clientèle aisée et longtemps fabriqué à l'autre bout du monde. C'est peut-être cela aussi, l'histoire de la désindustrialisation. Non pas la disparition d'un nom, mais la disparition de ce qu'il y avait derrière le nom. Chapitre 12. Le squelette d'un mot. Reprenons le compte. 1940. Un prototype monté sur un vélo Alcyon dans une France occupée. 1946. 15 machines par jour dans une France à reconstruire. 1964. 380 000 en une seule année. 1500 par jour, le record absolu. Et 1988, plus rien. La dernière chaîne arrêtée, le dernier moteur monté, le silence. Entre les deux, 7 millions de machines, 7 millions de Français qui sur un Solex ont appris la liberté du mouvement. Le vélo Solex avait survécu à tout. Il était né sous la menace d'une guerre, il avait été conçu et testé sous l'occupation, il avait été lancé dans la France ruinée de l'après-guerre, il avait traversé la pénurie, la reconstruction, les 30 glorieuses. Une machine née dans l'adversité, qui avait fait de l'adversité sa raison d'être. Et il ne fut pas tué par l'adversité, il fut tué dans la prospérité. Tué par une jeunesse qui voulait aller plus vite, par un casque rendu obligatoire, par un marché qui se retournait, mais surtout, tué par une suite de décisions. La fidélité aveugle au galet, le ratage du flash, et par-dessus tout, le rachat par un concurrent qui n'avait aucune raison de le faire vivre et toutes les raisons de le laisser mourir. On a voulu raconter cette histoire comme celle d'une seule erreur fatale. Mais ce n'était pas une seule erreur. C'était un orgueil, et puis un aveuglement, et puis un abandon. C'était une entreprise qui avait oublié pourquoi elle avait réussi, à l'instant précis où le monde lui demandait de s'en souvenir. Le bâtiment de Mâcon est toujours là. Les mâts rouillés sont toujours sur le toit. Il ne porte plus de lettres. Mais il dessine encore, dans le vide, la forme du mot qu'il portait. C'est peut-être ce qui reste de plus juste de toute cette histoire. Non pas une ruine spectaculaire, non pas un monument classé, mais quelques mâts de métal nus sur le toit d'une autre usine qui font à un mot disparu une fidélité que les hommes n'ont pas su lui garder. Demandez à un Français de plus de 60 ans. Il vous parlera de l'odeur de la Solexine, du geste pour relever le galet, du premier trajet vers le lycée, le matin, dans le froid. Il vous dira peut-être, en souriant à demi, cette boutade de collectionneur, que si à 50 ans on n'a pas eu de Solex, on a raté sa vie. Et puis il se taira, parce qu'il sait, comme nous le savons maintenant, ce que ce silence remplace.